Bonjour, vous écoutez Question Massage, le format express du podcast de Karananda. En format interview pour un échange vivant et concret, obtenez des réponses à questions sur le métier, les formations massage. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire, peut-être que la prochaine réponse express sera pour vous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui demande pas mal de réflexion. Comment on choisit sa formation en massage bien-être? Alors, le défi, il est là. En France, ce secteur il n'est pas encadré par une loi spécifique. Ça veut dire quoi? Une offre immense, plein de techniques, d'écoles. Notre but, c'est donc de tirer les vrais bons conseils, les astuces pour s'y retrouver. Prête à démarrer? Tout à fait. Et cette absence de réglementation, c'est précisément ce qui rend le choix complexe. Il ne s'agit pas juste de trouver un truc qui mène à un job. Non, bien sûr. Il faut que ça corresponde à ce qu'on veut faire, mais aussi à qui on est, à nos affinités. Et puis, il faut être sûr que l'enseignement est sérieux. C'est un vrai travail d'alignement personnel et professionnel. Et justement, une suggestion, commencer par savoir ce qu'on aime recevoir comme massage. L'idée derrière, c'est que recevoir, c'est fondamental pour apprendre. Oui, c'est en sentant sur soi-même qu'on comprend vraiment la justesse d'un geste, le bon rythme, la bonne pression. Dit qu'il vaut mieux choisir des formations où on est à la fois celui qui donne et celui qui reçoit entre élèves, Exactement. plutôt que celles où on pratique sur des modèles qui viennent de l'extérieur. On passera à côté de quelque chose d'essentiel. Apprendre par le corps, par le ressenti direct. Ça ancre la technique, c'est comprendre ce que la personne en face, le futur client, va vivre. Hmm, Et cette logique mène à une autre question très pratique, l'installation. Table, sol, chaise. Ça peut paraître un détail, mais ça influence le matériel dont on aura besoin, surtout si on pense faire du domicile. Commencer par ce qui est le plus confortable pour soi. Quelle est notre souplesse, notre endurance? Est-ce qu'on préfère le contact direct sur la peau ou est-ce qu'on est plus à l'aise sur vêtements? Donc choisir un cadre de départ qui ne rajoute pas une difficulté physique ou psychologique. Et ça m'amène à la question suivante, le projet professionnel. Où est-ce qu'on se voit exercer plus tard? Cabinet privé, partagé, à domicile, en entreprise, dans un spa, parce que selon la réponse, les techniques à apprendre en priorité ne sont pas les mêmes. Je donne l'exemple des entreprises. Oui. Ou les massages habillés, sur chaise ou au sol, sont souvent plus simples à mettre en place. Exactement. Et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment intéressant. Voir comment ce qu'on imagine faire plus tard devrait influencer le choix de la formation maintenant. La cohérence entre la formation et le projet, c'est le fil rouge. Et une fois qu'on a réfléchi à ça, vient le moment un peu délicat. Choisir l'école, l'organisme, Oui. un point hyper important. Un super masseur ne fait pas forcément un super formateur. Ah. Le savoir-faire et le savoir transmettre, c'est pas la même chose. Et inversement d'ailleurs. Un formateur qui ne pratique plus beaucoup risque d'enseigner des choses un peu datées, moins connectées à la réalité du métier aujourd'hui. Il faudrait s'assurer que les formateurs pratiquent encore régulièrement ce qu'ils enseignent, qu'ils aient une vraie expérience pro, solide, diversifiée, avant de se lancer dans la formation. Mais un peu en garde contre les écoles qui pourraient promouvoir leurs anciens élèves comme formateurs un peu trop vite. Je vois le risque. La transmission, surtout dans le toucher, ça demande du recul, de l'expérience. C'est ça. Mais alors concrètement, comment on vérifie tout ça? C'est pas toujours marqué sur le site web. Non, c'est sûr. Si c'est possible, c'est d'aller recevoir un massage du formateur pour sentir la qualité du toucher, l'approche, la présence. Ensuite, le parcours des formateurs. Quelle formation ils ont suivi, où, quand, combien de temps? Est-ce qu'ils ont une formation spécifique pour la pédagogie? Quelles sont leurs expériences pro passées et actuelles? Est-ce qu'ils continuent à se former? Et au-delà du CV, Il y a l'humain, le vécu des autres. Le conseil de chercher à contacter d'anciens élèves. Est-ce qu'il y a un réseau, une association? Lire les avis en ligne, c'est bien. mais parler directement, c'est mieux. Et le top du top, ce serait même de recevoir un massage d'un ancien élève. Ah oui, pour voir concrètement ce que ça donne en sortie de formation. Exactement, voir la qualité de la technique transmise, mais aussi l'aspect relationnel. Ces retours de terrain, souvent, ils sont plus parlants que tous les beaux discours. On voit que ça demande un vrai investissement personnel, cette recherche. Pour s'y retrouver un peu dans tout ça, le parle aussi de 2 labels ou certifications. Commençons par Calliope. Ça garantit quoi au juste? Alors, Calliope, c'est une certification de l'État. En gros, ça veut dire que l'organisme de formation respecte un cahier des charges de qualité assez strict, défini au niveau national.
D'accord, et ça couvre quoi, Calliope? La clarté de l'information donnée au public, comment les formations sont conçues, comment les élèves sont accompagnés, si les moyens pédagogiques sont adaptés, la qualification des formateurs, l'utilisation de plateformes en ligne, des LMS, pour le suivi. C'est aussi la condition quasi obligatoire pour que la formation puisse être financée par des fonds publics ou mutualisés. Calliope, c'est valable 3 ans, avec des contrôles entre-temps. Donc, c'est un signe fort de sérieux, de professionnalisme sur le plan administratif. Et l'autre label, l'agrément de la Fédération française de massage bien-être. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Celui-là, il est présenté comme une garantie supplémentaire, mais spécifique au monde du massage bien-être. Pour l'avoir, l'école doit faire valider ses programmes, sa pédagogie par la fédération elle-même, qui a ses propres critères axés sur la qualité, l'éthique de la pratique. C'est un gage de qualité spécifique au métier. Oui, ça semble assez sélectif, qu'il y a seulement une trentaine d'organismes agréés en France. Donc, avoir les deux, Calliope et l'agrément FFMBE, c'est un très bon signal. D'accord. Au-delà de ces labels, l'importance de la pédagogie propre à chaque école. Ah oui, c'est fondamental. Qu'une école mette l'accent sur la technique, l'anatomie, ou plutôt sur le développement personnel, ou sur une approche énergétique, ou un mix de tout ça, il faut que ce soit clair. Pour que les futurs élèves... Ils choisissent une approche qui leur parle, qui correspond à leur projet, mais aussi à leur sensibilité. Une bonne question à se poser en regardant une école, c'est comment ils articulent le savoir-faire et le savoir-être. Dans ces métiers du bien-être, c'est au moins aussi important que la technique elle-même. Si on essaie de rassembler tout ça, l'image qui se dégage, c'est que choisir sa formation, c'est bien plus que comparer des listes de cours ou des prix. Oui, tout à fait. Vraiment un processus en plusieurs étapes. D'abord, regarder en soi, qu'est-ce qui me touche moi dans le massage, en tant que receveur et comme futur donneur. Quelle posture, quel environnement me va le mieux. Ensuite, clarifier le projet pro. Pour faire quoi, où, avec qui, quelle technique je vise en priorité. Et puis, seulement après, l'enquête sur les écoles. Qui sont les formateurs? Quelle est leur légitimité? Quelle garantie de qualité? Calliope, FFMBE? Quelle est leur philosophie? Et surtout, qu'en disent les anciens élèves? Mhm. Ça demande du temps, oui, de la curiosité et un certain discernement. Et quand on replace ça dans le contexte du secteur non réglementé, on comprend pourquoi cette vigilance est si importante. Le risque, c'est de tomber sur des formations peut-être un peu light ou données par les gens pas assez expérimentés. C'est exactement ça. L'enjeu principal, au fond, ce serait de trouver le bon environnement d'apprentissage pour soi. Celui qui offre à la fois une technique solide, une profondeur pédagogique et qui colle vraiment à son projet et à sa personnalité. C'est sans doute cette alchimie-là qui fait qu'on va construire une pratique durable et épanouissante. Donc, pour résumer, se former au massage bien-être, c'est une démarche qui engage. Le paysage est riche, varié, mais sans balise officielle claire. Et il y a cette idée forte, et si la toute première étape, avant même de comparer les écoles, c'était d'aller recevoir différents types de massages par des praticiens différents, issus d'écoles différentes, pas juste pour se détendre, mais comme une exploration, pour sentir, avec son propre corps, ce qui résonne le plus, ce qui nous parle. Pour commencer le travail de discernement par le ressenti, Ancrer la recherche dans l'expérience vécue, c'est une piste, oui. Une piste à creuser pour ceux qui envisagent cette voie. voilà, on l'espère, de quoi nourrir votre réflexion si vous pensez à vous lancer dans le massage bien-être. Merci d'avoir écouté Question Massage, le format express du podcast de Karananda. Pour aller plus loin, découvrez mes épisodes longs, 30 à 45 minutes, où je vous partage connaissances, astuces et expériences. Vous pouvez bien sûr aussi me suivre sur les réseaux sociaux, et si l'épisode vous a plu, vous abonner, le partager. Je compte sur vous pour m'indiquer en commentaire vos questions, pour inspirer le prochain épisode de Question Massage. À très vite!